Bien, écoutez, merci beaucoup de votre accueil. Merci au Musée de l'Homme de m'accueillir aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, parler des abeilles. Et en fait, moi, j'ai intitulé cette conférence Abeilles et fleurs parce que vous allez voir que sans fleurs, vous n'avez pas d'abeilles et sans abeilles, vous n'avez pas de fleurs. Voilà. Et que c'est vraiment une coévolution depuis au moins 100 millions d'années qui fait que tout le monde fonctionne et que peut-être. Si on perturbe ce fonctionnement, on va regarder un petit peu tout ça, et ben, on peut avoir quelques petits soucis. Voilà. Pour ceux qui connaissent Paris, c'est la place d'Italie. Voilà, j'habite le 13e, c'est à 2 pas de chez moi. Un dimanche matin, calme, pas de voiture, voilà, et des belles fleurs de Polonia. On va beaucoup parler de fleurs. Voilà, alors quelques ruchers pour commencer, pour montrer des ruchers en ville, même si certains, on a l'impression qu'on est à la campagne. Ça, c'est le rucher du Jardin Luxembourg, dont on est responsable, mais je vais vous en parler. Ça, où on est vraiment à la campagne, hein, et ben, c'est en plein cœur de Paris, c'est le rucher du Jardin des Plantes. Voilà. C'est nous qui avons contribué à mettre des ruches sur le toit de l'Assemblée nationale, bleu, blanc, rouge, bien sûr, hein, on n'y coupe pas. Et ça, c'est un rucher qui est à l'hôtel Pullman, juste à côté de la Tour Eiffel, dont on s'occupe également. Voilà, ce que je vous propose dans cette heure de présentation, c'est de vous présenter qui on est d'abord, faire un peu de pub pour la Société centrale d'apiculture, mais ça va être rapide. Et puis ensuite, on va rentrer dans la ruche et voir un peu comment ça fonctionne. Je ne suis pas sûr que vous sachiez, par exemple, si je vous posais la question, avec quoi les abeilles font-elles le miel? Si vous me dites pollen, tout le monde est d'accord? Avec le nectar. Donc ceux qui disent nectar, ils ont un point, et ceux qui ont dit pollen, ils vont avoir droit à une autre question. Voilà. Ensuite, on va regarder les productions de la ruche. Et parmi les productions de la ruche, il y a une production extrêmement importante qu'on appelle la pollinisation. C'est celle qui ne se voit pas, mais c'est celle qui nous rapporte le plus. Et puis, on va parler un peu des autres abeilles sauvages. Je ne vais pas parler de Dorsata qui est en exposition là-haut, qui est une grosse abeille asiatique qui fait des caves de miel énormes. Moi, je vais plutôt parler des abeilles qu'on a chez nous, les petites abeilles sauvages. Et puis pour conclure, eh ben, je vous parlerai des soucis de nos abeilles en général et des insectes pollinisateurs. Alors, la Société centrale d'apiculture, c'est une très vieille société savante, d'où le mot de centrale. 1856, 161 ans. Elle avait été fondée par Henri Hamet pour enseigner l'apiculture avant toute chose, parce que c'était une époque où on avait fait beaucoup de progrès dans la connaissance de la vie de la ruche, en particulier grâce au microscope. Et puis les techniques aussi des ruches, on voit un peu des ruches assez différentes partout. En fait, les techniques même d'apiculture évoluaient. Et en fait, à ce moment-là, c'était le rucher du Jardin Luxembourg, hein, qui a été ce rucher de la Société centrale, envoyé par les préfets, recevait des espèces d'apiculteurs spécialisés qui étaient ensuite chargés de porter la bonne parole. Donc les cours avaient lieu au Jardin du Luxembourg, Henri Hamet au début, puis plein d'autres. Voilà. On est reconnu d'utilité publique. Et une des missions, en plus de l'enseignement, c'était d'essayer de réfléchir, parce que c'est l'époque où pour récolter le miel et la cire, il fallait tuer les abeilles. Alors ici, je vous ai mis une gravure, mais on asphyxiait les abeilles et on récupérait le miel et la cire après avoir... Voilà, ce qui était une très mauvaise technique de sélection des abeilles, puisqu'on tuait les ruches les plus fortes, celles qui donnaient du miel et de la cire, et on laissait les mauvaises ruches. Voilà, alors nous, on a plusieurs ruchers, je vais passer rapidement, et en particulier le rucher du Jardin Luxembourg. Voilà les auditeurs du début du siècle dernier, 1800, je crois que cette photo, c'est 1908. Et ça, c'est toujours les apiculteurs d'aujourd'hui. Si vous allez au Jardin Luxembourg, côté rue d'Assas, vous allez voir ça les mercredis après-midi ou les samedis. Alors, c'est un rucher école. On a une vingtaine de ruches et on forme des gens qui veulent apprendre l'apiculture, pas forcément des professionnels. Certains le deviennent, mais pas toujours.
Donc on forme 100 personnes par an et on leur explique tout le cycle de vie des abeilles, de l'apiculture au cours de l'année. Vous voyez ici, ils sont en train de pratiquer, ouvrir les ruches, etc. Et puis on a un autre rucher très, très intéressant qui est le rucher du parc Georges Brassens. C'est un rucher pédagogique, c'est-à-dire que c'est un rucher où on reçoit les enfants des écoles. Et on reçoit à peu près 3000 à 3500 enfants tous les ans, c'est-à-dire entre 170 et 200 classes par an. Voilà. Et on fait tout en une matinée ou un après-midi. On leur explique rapidement, on les initie, vide la ruche. On va dans le rucher quand il fait beau et on les couvre, mais de façon très simple, un voile, un chapeau. Et puis on ouvre une ruche. Là, mes petits camarades, ils sont en train de préparer l'ouverture de la ruche. Voilà. Et on les met devant la ruche, vous voyez ici. Ils sont à 1,50 m de la ruche. Aucun danger parce qu'en fait, les abeilles qui sortent ici, elles vont passer au-dessus de la haie, là. Et donc les enfants ne craignent rien. Et ils voient tout le mouvement des abeilles qui rentrent et qui sortent. Et en particulier, les abeilles qui rentrent du pollen, on verra tout à l'heure. Donc on a pas mal d'activités. On a des activités de conseil en apiculture urbaine. Par exemple, on intervient dans tout ce qui concerne la mairie de Paris ou des collectivités. On a des partenariats, c'est-à-dire qu'on aide des sociétés ou des entreprises à installer des ruches. Par exemple, ici, c'est Crédit Municipal, chez ma tante. On a mis 4 ruches. Et puis ici, c'est une expérience très intéressante. C'est à l'Institut des Jeunes Sourds, rue Saint-Jacques, pour ceux qui connaissent. On fait tout un travail d'apiculture et de pédagogie avec les enfants qui ont un handicap. Et ça leur permet de conduire un projet depuis l'installation, la peinture des ruches, par exemple, jusqu'à la récolte et la vente du miel. Ils font tout. Avec nous, bien sûr, mais ils font tout. Voilà. Voilà, alors maintenant, on va commencer à rentrer dans la ruche. Alors, je vous montre cette gravure parce qu'elle est intéressante à plusieurs titres. D'abord parce que dans le temps, voilà la ruche en paille classique, un seul morceau. Et il fallait vraiment tuer les abeilles pour accéder au miel et à la cire. Alors, c'était du miel antiscorbutique. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Extrait de miel antiscorbutique, voilà. C'était pour conserver, blanchir et nettoyer les dents. Drôle d'utilisation du miel. Moi, je mets ça sur mes tartines. Et alors, le monsieur, le parfumeur de l'époque, il s'appelait monsieur Pivert. Et nous, on sait que les pivers, les pics verts, les oiseaux, ils viennent quelquefois percer nos ruches pour manger ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Mais cette gravure est belle, beaucoup de fleurs, vous voyez toujours, l'association abeilles, ruches et fleurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ruche? Comment c'est construit une ruche? Eh bien, si on part du bas, ici, on a un plancher. Et puis ensuite, juste au-dessus, on a une entrée pour que les abeilles puissent entrer et sortir. On a un premier niveau de ruche qu'on appelle le corps de ruche. C'est vraiment la maison des abeilles. C'est là qu'elles vont vivre été et hiver. À l'intérieur, il y a 10 grands cadres qu'on devine là. Et puis à la belle saison, là c'est la caisse qui est orange ici, on met des greniers, on met des espèces de greniers qu'on appelle nous des hausses. Dans ces hausses, il y a 9 cadres. Et c'est là que les abeilles vont entreposer l'excès de miel qu'elles vont produire. Et donc nous, les apiculteurs, c'est du donnant-donnant. On les soigne bien, mais on a le droit de prendre un peu de miel. Alors on ne prend pas le miel qui est en bas ici, parce que sinon, elles n'auraient plus rien à manger, en particulier pendant la mauvaise saison. Mais par contre, tout ce qu'elles ont entreposé au-dessus, c'est pour nous. Voilà. Donc on récupère, on verra tout à l'heure. Et puis au-dessus, on met un couvre-cadre et puis un toit pour protéger de la pluie. Voilà, donc ça, c'est vraiment la ruche type qu'on utilise aujourd'hui. Alors, il y a des formes différentes, mais voilà, c'est les ruches qu'on utilise. Et ça nous permet d'accéder en permanence, si on le souhaite, à l'intérieur de la ruche, voir si tout le monde va bien, si elle récolte, s'il y a du pollen, si elle peut vivre tranquillement, s'il n'y a pas de maladie, et on verra qu'il y en a pas mal. Pour intervenir sur les ruches, il faut se couvrir, bien sûr. Voilà, c'est tout ce dont ont besoin les apiculteurs. Donc, on se couvre, même si les plus courageux peuvent travailler à main nue, mais on se couvre, et en particulier, on se couvre le visage. Et on a 2 instruments très importants. Celui-là, qu'on appelle un enfumoir. Ça fait une fumée douce, blanche,
On fait brûler des produits naturels comme ça peut être des feuilles d'arbres, ça peut être des copeaux de bois non traités, ça peut être de la tonte de pelouse, du foin séché, de la paille, etc. Toujours non traités. Hein. Et on va mettre, avant d'ouvrir la ruche, à l'entrée de la ruche, on va mettre de la fumée pour les calmer. Ça les calme, elles ont l'impression qu'il y a du danger un peu, elles vont adopter une attitude beaucoup plus calme. Et puis l'autre instrument important, c'est l'instrument qui est là, une espèce d'outil métallique qui nous permet de lever les cadres parce que très souvent dans les ruches, elles mettent des produits de la cire et de la propolis qui collent très fort. Voilà, donc on a... voilà. Une fois que vous êtes armé de ces outils de base, y compris la protection, et ben vous pouvez aller ouvrir les ruches. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans les ruches? On trouve 3 castes d'abeilles. D'abord, on trouve la reine mère, voilà la reine, qui est caractérisée par un abdomen extrêmement long. Je vais vous montrer des photos tout à l'heure. Si on compare la longueur des ailes à l'abdomen, vous voyez que ces ailes sont plus courtes que l'abdomen. C'est la mère de toutes les abeilles qui sont dans la ruche. Elle va pondre des œufs et ces œufs vont donner soit des ouvrières, soit des mâles, on verra tout à l'heure. À la belle saison, elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Théoriquement, elle peut vivre 5 ans. On s'aperçoit qu'en ce moment, elles vivent moins longtemps que ça, malheureusement, probablement par les facteurs extérieurs. Elle ne se nourrit pas, elle ne se nettoie pas. Ce sont les abeilles ouvrières qui se chargent de la nourrir avec un produit spécial qu'on appelle la gelée royale. Et elle ne mange que ça, hein, rien d'autre. Et elle a un rôle... c'est pas la reine au sens royal humain. Hein. Elle n'a pas de couronne, elle n'a pas de rien du tout. Par contre, elle a un rôle important. On s'aperçoit qu'elle a un rôle important parce qu'elle est capable d'émettre des messages avec des odeurs qu'on appelle des espèces de parfums, qu'on appelle les phéromones. Et par exemple, elle est capable d'empêcher les abeilles ouvrières, qui sont aussi des femelles, de pondre. Et quand il y a quand il y a des rentrées importantes de nectar pour faire le miel, eh ben, elle va envoyer des signaux en disant il y a des récoltes à faire, le maximum de butineuses doit sortir de la ruche. Voilà, donc elle est capable d'envoyer des messages importants. Voilà une reine. Ici, vous avez une reine et vous voyez la longueur des ailes, son abdomen très long. Si vous comparez aux ouvrières qui sont autour, vous voyez que celle-là, par exemple, ou celle-là, ou n'importe laquelle, elle a à peu près des ailes qui font la longueur de l'abdomen. Et on voit cette espèce de cour d'abeilles autour de la reine. C'est pour la nourrir, c'est pour la soigner, c'est pour la nettoyer, etc. Et les reines, on les attrape et on les marque. On a un code couleur de 5 ans. Ici, on l'a marqué en bleu, hein, mais je vais vous en montrer d'autres. Voilà. Celle-là, elle était marquée en rouge et celle-là, elle est marquée en vert. Cette année, on a marqué toutes nos reines. Dans le monde entier, toutes les reines ont été marquées en jaune. L'année dernière, c'était blanc et l'année prochaine, ce sera en rouge. Voilà, on a un code couleur international, 5 couleurs, donc blanc, jaune, rouge, rouge, vert et bleu. Voilà, et on recommence tous les 5 ans. Donc quand on ouvre une ruche et qu'on trouve une abeille comme ça, une reine, eh ben, on sait l'âge qu'elle a. Et c'est important pour nous parce que, alors, les apiculteurs amateurs, c'est pas très important parce qu'ils n'ont pas envie de tuer leur reine. Mais les professionnels, au bout de 2 ans, ils changent leur reine pour garder toujours des reines très fécondes et très productives et très dynamiques et pour produire le maximum de miel. Ensuite, dans la ruche, eh ben, vous avez non pas une, mais beaucoup d'ouvrières. Voilà. Donc, on l'a vu tout à l'heure, à peu près la même longueur que l'abdomen, des yeux, tout comme un insecte, 2 paires d'ailes. Ce sont des femelles aussi, mais qui ne sont pas fécondées. C'est-à-dire que la reine, elle pond 2 types d'œufs. Elle pond des œufs qui sont fécondés, et ces œufs fécondés vont donner des femelles. Alors, la plupart du temps, ça donne des ouvrières, mais si par hasard, pour une raison X ou Y, la reine venait à disparaître, eh ben, ces œufs fécondés vont servir aussi à élever des reines. C'est-à-dire que les ouvrières, quand elles sentent qu'il n'y a plus de reines dans la ruche, elles vont
commencer un élevage de reines. C'est-à-dire qu'elles vont mettre des œufs dans des cellules spéciales, plus grandes, et les larves qui vont naître de ces cellules vont être nourries exclusivement avec de la gelée royale. Alors que les larves d'ouvrières, au bout d'un certain temps, 3 jours, la nourriture qui était au départ de la gelée royale va devenir du miel, du pollen et de l'eau. Et cette seule différence d'alimentation va faire que ça va donner des reines. Et en fait, c'est un phénomène qu'on connaît sous le nom de épigénétique, c'est-à-dire que dans votre patrimoine génétique, vous avez des gènes qui vont être activés ou non selon que vous faites certaines choses, ou que vous allez plus au soleil ou moins au soleil, que vous mangez certaines choses ou pas, etc. etc. Et bien, chez les abeilles, c'est exactement la même chose. Vous avez des gènes qui vont conduire vers la reine ou conduire vers l'ouvrière, qui vont être activés ou non, selon la nourriture que reçoit la reine ou l'ouvrière. C'est pas beau, ça? Hein? Voilà, alors on reviendra, mais les ouvrières, elles font tout dans la ruche, absolument tout. Alors, elles vont être nettoyeuses, elles vont être nourries. Je vais vous montrer après un petit schéma. Elles vont produire de la gelée royale, elles vont produire de la cire, elles vont bâtir les rayons de cire, elles vont être magasinières, elles vont ventiler pour refroidir la ruche, par exemple, elles vont être gardiennes, elles vont être butineuses. Elles ne font pas tout d'un coup, mais depuis leur naissance jusqu'à leur mort, eh ben, vous voyez, ici, on a à peu près 42 jours, c'est-à-dire à peu près 6 semaines de vie, ce qui est la vie de l'ouvrière en été, et à peu près 6 mois l'hiver. Elle va passer par des stades différents. Au début, elle va nettoyer. Voilà, c'est ce qui est en gris ou en marron ici. Puis ensuite, elle va devenir nourrice. Voilà. Pourquoi elle va devenir nourrice? Parce qu'elle a des glandes dans la tête qu'on appelle hypopharyngiennes et maxillaires qui vont s'activer. Et elle va être capable de nourrir la reine ou aussi de nourrir les ouvrières avec la fameuse bouillie, le pollen et miel. Voilà. Et puis après, elle va s'occuper de l'entretien de la ruche, elle va ventiler, et puis elle va aussi s'occuper de stocker le miel et le pollen. Et puis elle va produire de la cire parce qu'elle a des glandes cirières qui se sont activées. Mais vous voyez qu'elle ne s'est pas activée en même temps que les glandes hypopharyngiennes et mandibulaires, ici. Ça vient après, au fur et à mesure que son organisme arrive à maturité. Et puis, à un moment, elles vont s'approcher de la porte d'entrée, ici. Elles vont devenir gardiennes. C'est-à-dire qu'en gros, si vous regardez à peu près ici, au 22e jour, la moitié de leur vie, elles vont la passer dans la ruche, et l'autre moitié de la vie, voilà, ici, ça commence ici, elles vont la passer à l'extérieur de la ruche comme butineuses. Donc elles ne vont pas faire tous les métiers en même temps, elles vont les faire successivement, si tout se passe bien. Mais si tout ne se passe pas bien, imaginons par exemple que la colonie, il y a un essaim qui parte, et bien certaines ouvrières qui étaient arrivées ici, elles vont redevenir soit nourrices, soit magasinières, etc. Voilà, elles ont la capacité de revenir en arrière, ce qui n'est pas notre cas à nous. Et puis, la dernière caste qu'on trouve dans la ruche, c'est le mâle, c'est ce qu'on appelle le faux bourdon. Hein, voilà. C'est pas le bourdon, je vous montrerai les photos tout à l'heure, c'est pas le bourdon noir, jaune et blanc que vous voyez sur vos fleurs. C'est vraiment tout brun. Lui, il va jamais sur les fleurs, il se nourrit pas. Et le seul rôle du mâle, eh ben, c'est de féconder les jeunes reines, les reines vierges qui vont naître des ruches et qui vont aller se faire féconder en vol à l'extérieur. Eux, ils ne se nourrissent pas, ils ne piquent pas non plus, donc vous pouvez les prendre à la main sans risque, alors que les ouvrières, ça pique une fois, mais une fois que ça a piqué, ça meurt, mais ça pique. Voilà. Ils vivent, il y en a à peu près quelques centaines dans la ruche, et en fait, leur rôle essentiel, c'est de féconder les reines. Voilà. On en trouve dans les ruches uniquement à partir d'avril, c'est-à-dire uniquement à la belle saison, avril, mai, juin, juillet, août, et après ils disparaissent. Les abeilles arrêtent de les nourrir et les chassent de la ruche. Triste vie des mâles dans la ruche. Voilà. Voilà, ça c'est pour vous donner juste quelques repères. Pour faire une reine, il faut 16 jours. Et nous, on est très attentifs à ça parce qu'on surveille quand on produit les reines. Il faut bien calculer, il ne faut pas louper son coup. Sinon, eh ben, les reines, s'il naît plusieurs reines dans une ruche,
elles vont se battre entre elles, elles vont se tuer, hein, il va en rester qu'une. Pour faire une ouvrière, il faut en moyenne 21 jours, et pour faire un mâle, il faut 24 jours. Voilà ce qu'on peut voir quand on regarde l'élevage des cadres d'élevage dans une ruche. Vous avez des cellules qui sont operculées. En fait, c'est le stade nymphal. Ici, vous avez des cellules qui sont ouvertes avec un gros ver blanc à l'intérieur, c'est le stade larvaire. Et si vous avez de bons yeux, ici, par exemple, vous avez toute petite larve qui va commencer à être nourrie par les abeilles et commencer à être nourrie avec de la gère royale. Voilà, donc quand on ouvre une ruche, on peut voir ce genre de... Et donc les ouvrières, vous voyez, qui nourrissent, qui surveillent, qui réchauffent, qui couvent. Hein, c'est pour ça le nom de couvain. Alors une bonne ruche, une bonne ruche, c'est 200 000 abeilles par an. Hein, donc la reine qui vous pond 2000 œufs par jour, à la belle saison, hein, ça commence en février, ça se ralentit pour s'arrêter en novembre-décembre. Mais à la belle saison, vous voyez, c'est plein d'abeilles. Hein, partout, il y a des abeilles. Et avant que l'apiculteur ne récolte 1 gramme de miel ou 1 gramme de pollen, il faut que la ruche ait emmagasiné 50 kg de miel pour toute l'année. Au moins 25 à 30 kg de pollen. Voilà. Et beaucoup d'eau. Alors, ça dépend s'il fait chaud ou pas, mais en fait, l'eau, ça sert à plusieurs choses. Ça sert à réguler la température. Quand il fait très chaud dehors, elles évaporent de l'eau à l'intérieur de la ruche pour rafraîchir, maintenir la température à 35-37 degrés. Et puis, ça sert aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à préparer la bouillie larvaire des larves. Alors maintenant, on va regarder les fleurs, parce que je vous ai dit tout à l'heure, sans fleurs, vous n'avez pas d'abeilles, et réciproquement. En fait, la fleur, vous pourriez marquer là-dessus Leclerc ou Auchan ou U ou ce que vous voulez comme supermarché. La fleur, c'est le supermarché des abeilles. Elles ne vont que sur les fleurs. Si quand vous pique-niquez avec vous pique-niquez un jour de soleil, voilà, tranquille, un beau matin de juillet, et que vous voyez des bestioles qui viennent vous embêter, vous dites « Ah, saloperie d'abeilles !» Eh bien, erreur sur l'identification, ce sont des guêpes, voilà, noires et jaunes. Voilà. C'est souvent d'ailleurs maille à l'abeille, hein, on la dessine noir et jaune, et c'est une erreur. Voilà. Et ça, c'est vraiment le supermarché des abeilles. Alors, on reviendra sur les organes, hein, mais pourquoi c'est important? D'abord la fleur, c'est l'organe reproducteur, donc ovaire, ovule, noyau et fruit. Et ici, donc ça c'est la partie en rose, violet, c'est la partie femelle. Ça c'est vos cours de sciences nat d'il y a un petit moment. Hein. Et puis ça c'est les étamines avec des petits sacs au bout qu'on appelle les anthères. Et dans ces petits sacs, il y a des grains de pollen. Voilà. Et c'est pas dessiné sur mon dessin, mais en bas, là ici, les fleurs ont inventé un piège que je vous montrerai tout à l'heure, qui s'appelle des petites glandes qui s'appellent les nectaires. Et donc les abeilles, elles vont venir sucer le nectar qui sort des nectaires ici, et en plongeant dans la fleur, elles vont ramasser du pollen. Et donc les fleurs, on va y revenir, mais elles auront réussi leur coup parce qu'elles arriveront à se faire féconder. Alors des fleurs, il y en a j'allais dire milliers, je me trompe. Elles ont des formes et voilà. Moi, je ne vais pas rentrer parce que la stratégie des fleurs pour attirer les abeilles, c'est absolument fabuleux. Mais c'est plus qu'une conférence du Musée de l'Homme. Hein. C'est beaucoup de conférences, tellement c'est fascinant. Une seule ici, c'est l'orchidée. Enfin, il y a beaucoup de petites orchidées sauvages dans vos jardins. Peut-être vous avez des terrains calcaires, vous avez des petites orchidées comme ça. Et ça mime, cette orchidée-là, elle s'appelle Ophrys mellifera, je crois, quelque chose comme ça. Et elle mime une abeille. Voilà. Et le mâle d'abeille correspondant à cette type d'abeille, attiré par les odeurs et attiré par le dessin, il va venir sur la fleur et il va contribuer à féconder la fleur. Donc vous avez plein de schémas, comme ça vous avez milliers de choses. Si vous voyez, il y a deux abeilles ici, une domestique ici et une sauvage, là, qui sont en train ça
c'est un rudbeckia. Ils sont en train de ramasser du pollen. Ça, c'est une petite abeille qui ramasse du pollen sur des fleurs de cerisier. Ça, c'est un petit bourdon, hein, noir et voilà, bourdon des pierres sans doute, sur des fleurs de ciboulette. Voilà, vous faites un petit jardin, vous mettez de la ciboulette, de la sauge, de la menthe, et vous aurez des abeilles. Voilà. Un truc formidable chez les abeilles, c'est la danse des abeilles. Je ne sais pas si vous connaissez la danse des abeilles. Vous, si je vous demande aussi de me dessiner un 8, vous allez me faire un truc comme ça, là. Un truc vite fait, comme ça. En fait, les abeilles, elles vous font un dessin génial. Donc, on va prendre ce dessin-là d'abord, et puis je vous l'expliquerai après avec ça. D'abord, les abeilles, elles ont la notion de la verticalité. Elles savent ce que c'est que la verticale. Donc, elles vont danser sur la ruche en intégrant le concept de verticale. Donc ici, mon dessin, vous voyez que mon dessin, il est penché un peu vers la droite. Et je vais vous expliquer le 8. On part d'ici. Et ma petite abeille, elle va faire d'abord une première boucle. Elle va passer au milieu du 8. Elle va faire des petits frétillements avec son abdomen. Et puis, elle va passer de l'autre côté. Et hop, elle va faire la deuxième boucle. Et elle va repasser au milieu et elle va refrétiller. Et hop, elle fait la boucle, et elle fait la boucle, et elle passe au milieu, elle frétille. Il y a plein d'informations là-dedans. Première information, c'est l'angle par rapport à la verticale. C'est-à-dire, ici, vous avez la verticale, et vous avez cet angle ici. Il est là, hein, si vous mettez vertical. La deuxième chose, c'est elle passe toujours au milieu, et dans le même sens. Hein. Si je fais ma boucle ici, hop, je repasse au milieu en allant de bas en haut. Et je repasse sur l'autre partie de la boucle et je remonte de bas en haut. On est d'accord? C'est facile à comprendre ça. Hein. Voilà. Et bien en fait, le mouvement de frétillement ici, ça va donner un truc très intéressant à l'abeille. Ça va lui donner une notion de complexité du vol. C'est-à-dire, toi, ma copine, tu vas sortir, tu vas caler sur le soleil, vertical, ici. Tu vas faire un angle ici, on va dire de 30 ou 40 degrés, vers la droite, pour cet exemple précis. Hein. Et ben, j'ai frétillé comme ça, donc je t'ai dit, les fleurs, elles sont à 500 mètres, ou bien les fleurs, elles sont à 300 mètres, mais tu vas avoir 2 haies à franchir. Complexité du vol. Hein, pas uniquement une notion de distance, c'est aussi la complexité du vol. Voilà. Quelquefois, elles intègrent aussi la notion de vent de face, etc. Et donc, elles sont capables, avec ces informations-là, ici, vous voyez ici, sur ce dessin-là, l'abeille, elle va de bas en haut, mais sur la verticale. Et donc, l'abeille, quand elle va sortir de la ruche, elle se cale sur le soleil. Vertical, c'est le soleil. Alors le soleil, il est là, sur mon dessin, mais il peut être là, 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 suivant l'heure du jour. Donc quand l'abeille, elle va sortir de la ruche, elle se cale sur le soleil, c'est-à-dire la notion de verticalité, pour elle, c'est le soleil, c'est la position du soleil à un moment. Et puis elle va faire un angle, voilà. Là, elle a dansé, vous voyez, sur la gauche, elle a dansé sur la droite, par rapport à la verticale. Et quand l'abeille, elle sort de la ruche, elle se cale sur le soleil, et elle va faire un angle de 40 degrés à droite. Elle pourrait faire un angle de 50 degrés à gauche. Elle pourrait partir complètement à l'opposé suivant la danse, parce que l'abeille, elle peut danser aussi de haut vers le bas. Si elle va de haut vers le bas, elle va se mettre le soleil dans le dos, puis elle va filer dans le sens inverse. Voilà. C'est un petit peu compliqué tout ça, mais en fait, le fabuleux de l'histoire, ça c'est le travail de Carl von Frisch, hein, c'est un prix Nobel en 1973, qui a été capable d'observer, et de trouver cette loi fondamentale de la vie des abeilles et ce dialogue des abeilles entre elles pour dire c'est les butineuses qui ont repéré les champs de fleurs et qui sont capables de dire à leurs copines, voilà. Moi, j'ai fait une expérience comme ça à mon corps défendant, si j'ose dire. Un jour, j'habite à Paris, dans le 13e, je vous l'ai déjà dit. J'ai une petite terrasse et un jour, j'ai ramené un rayon de miel
Et puis, j'ai mis les petits bouts de rayons de miel dans les pots de confiture pour mes copains et mes copines. Et puis le reste, je l'ai pressé pour garder le miel. Parce que ça aurait été... Et puis le reste, je l'ai mis dans une assiette et puis je l'ai mis sur ma terrasse. Et puis je suis parti, moi. Puis ma femme, à midi, quand elle a voulu prendre son café, il y avait des milliers d'abeilles. Elles ont fait ça, hein. Voilà, donc le soir, bien sûr, je me suis fait engueuler. Bien sûr, c'est normal. Comme elles gardent la mémoire des lieux, le lendemain, j'avais retiré la coupelle, ou l'assiette, et elles étaient revenues, elles étaient toutes là. Bon, ça dure 24 heures, mais c'est un peu... Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'elles ont fait exactement ça. Il y a des abeilles de ruche, des éclaireuses, qui ont repéré ma source de miel. Ce n'était pas des fleurs, c'était du miel. Et elles ont dit aux copines de la ruche, aux autres ouvrières butineuses de la ruche, tu fais ça, tu vas dans telle direction et tu vas trouver. Et dernière information qu'elles donnent, c'est les odeurs et les saveurs, et en particulier les saveurs, elles vont échanger entre elles. La danseuse, ici, va donner aux abeilles qui la regardent ou qui la suivent une petite goutte de nectar, et grâce à ça, elles vont aussi connaître la nature des fleurs, l'odeur des fleurs, etc. Voilà, alors, c'est ma fleur, c'est les nectaires. Voilà comment elles font le miel. Et elles vont sucer ce petit jus sucré ici, le nectar, qu'elles vont ramener à la ruche. Voilà, donc le nectar, hein, c'est un liquide sucré produit par les nectaires des fleurs. Donc dans ce nectar, il y a de l'eau, des sucres, et en particulier du saccharose, et les arômes des fleurs, ce qui donne le goût au miel, hein. Ce n'est pas cette abeille-là qui butine qui va faire le miel. Le miel, il va être ramené à la ruche, il va être un peu transformé. La première transformation, c'est que le nectar, c'est très liquide, c'est de l'eau et des sucres. Mais beaucoup d'eau et relativement peu de sucre, hein, 20, 30, 40%. Et donc, si vous laissez des sucres dans l'eau, c'est le jus de raisin, ça va fermenter. Donc la première chose qu'elles vont faire, elles vont évaporer l'eau pour arriver à des concentrations d'eau inférieures à 20%. Donc elles sont parties quelquefois de 80% ou de 60% d'eau ou de 40% d'eau, et petit à petit, elles vont évaporer. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elles vont transformer certains sucres, et en particulier le sucre des plantes qui est le saccharose. Hein, sucre de betterave, c'est du saccharose, bon pouvoir sucrant. Si vous laissez la saccharose dans l'eau, ça fait de l'alcool. Hein, ça fait de l'alcool éthylique, donc ce n'est pas très intéressant pour les abeilles. Donc elles vont casser cette molécule et faire du glucose et du fructose. Et votre miel, il est 80% du sucre des sucres du miel, c'est glucose et fructose, c'est-à-dire les sucres de base. Voilà. Donc elles vont mettre ça dans les petites alvéoles. Quand le miel est arrivé à maturité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau, que les sucres ont été bien transformés, etc., elles vont le fermer. Vous voyez, comme on voit ici, avec un petit bouchon de cire, opercule de cire. Voilà un cadre terminé, hein. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, on récolte ça. Il y a encore quelques abeilles. On a ici une balayette, donc on va balayer les abeilles pour les laisser dans la ruche. Et on va l'amener dans notre miellerie. On va désorperculer, c'est-à-dire qu'on va retirer les petits bouchons de cire, parce que sinon le miel ne coule pas. Ça donne ça. On met ça dans une centrifugeuse. Et la centrifugeuse, comme le panier à salade, ça va faire gicler le miel sur les bords intérieurs de cette machine-là. Ici, il y a un petit moteur, mais on peut le faire à la main. Peut-être vous avez fait avec grand-père ou grand-mère, votre voisin. Moi, comme ça que j'ai pris le virus de l'apiculture. Mon grand-père m'amenait dans ses ruches, et voilà. Et ensuite, vous avez du miel qui coule, on le filtre, on le décante, et on le met en pot. On ne rajoute rien du tout dans le miel. Le miel, ça vient de là à là au pot de miel. Il n'y a rien du tout de rajouté, hein. Si quelqu'un rajoute du sucre, je ne sais pas quoi, c'est plus du miel. C'est du miel avec quelque chose. Mais le miel des abeilles, c'est miel des abeilles. Point final. Ensuite, on récolte aussi beaucoup de pollen. Et comment ? On ne peut pas le faire, nous, à la main, parce qu'aller je dirais, d'un Nanterre à un autre, ça serait beaucoup de boulot. Donc, c'est des abeilles qui font le boulot. Donc, les abeilles, elles ont un organisme qui est... le corps des abeilles, c'est très, très, très poilu, on voit bien partout, hein. Et elles vont se couvrir de pollen quand elles vont dans les fleurs, comme celle-là. Et petit à petit, elles vont, avec leurs pattes, elles vont se brosser et former
ici, vous voyez la petite, comment on appelle ça, on fait des petites pelotes de pollen. Voilà, ici, on va voir ça mieux ici. Voilà, pelotes de pollen à la rentrée de la ruche. Vous voyez, elles en rentrent des quantités. Alors, ça peut être orange. Ici, c'est violet. Ici, c'est plutôt blanchâtre. Ici, vous avez du orange et puis du clair. Voilà. Et donc, elle rapporte des pelotes de pollen à la ruche. Alors, le plus elle rapporte de pollen varié à la ruche, comme c'est le cas ici, hein, de l'orange, du gris, un peu de violet, du jaune, du blanc, etc., plus la nourriture, hein, le pollen, c'est des protéines et des graisses. C'est comme quand vous mangez, je sais pas, des œufs, du lait, du poisson, de la viande, que sais-je. C'est vraiment avec ça que c'est vraiment l'aliment de base de la ruche. Donc, ça vous apporte des protéines, acides aminés essentiels, et ça apporte des graisses, bien sûr, des vitamines, des sels minéraux, enfin tout ce dont elles ont besoin pour se développer, pour faire leurs ailes, leurs muscles, etc. Donc elles le transforment un peu, le pollen, elles vont y rajouter de la salive, ça va faire une lactofermentation qui va un peu scinder les molécules de protéines qui vont les rapprocher je dirais du stade élémentaire qui est le stade acide aminé ou graisse élémentaire. Voilà. Si vous en prenez un peu, si vous arrivez à en prendre, c'est un peu le goût de fromage blanc. Vrai, hein? Voilà. Par contre, le pollen, c'est jamais operculé, c'est toujours à l'air libre comme ça, parce qu'en fait, elles l'utilisent très rapidement, alors que le miel, elles peuvent l'entreposer pour des longues périodes. Et c'est très important dans la ruche, en plus de nourriture, ça assure plus la qualité des pollens, plus les pollens sont riches, variés et riches, plus la longévité de la ruche et de l'abeille va être importante, ça va contribuer à l'état sanitaire de la ruche et ça va aussi favoriser la réponse immunitaire face à certaines maladies. Ensuite, d'autres produits de la ruche, vous avez la cire, bien sûr. Ici, vous avez un beau rayon de cire. Hein. La cire, c'est bougie, c'est en caustique, c'est des industries qui utilisent, qui font des moules, et puis ils font des moules, et puis le moule va être fondu, et à la place, ils vont mettre, par exemple, un métal précieux, mais c'est la cire qui, au début, aura servi de support. Voilà. Et puis, vous avez un autre produit très important dans la ruche qui est la propolis. La propolis, c'est des espèces de gommes qu'elles vont récupérer sur les parties terminales des plantes, sur les bourgeons, quelquefois, qui sont un peu collants. Hein. Et donc, vous voyez, cette abeille-là, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, elle a 2 petites gouttelettes de propolis aux pattes, comme si elle rapportait des pelotes de pollen. Ça va être mélangé avec un peu de cire. Elles s'en servent pour plusieurs choses dans la ruche. Première chose, elles bouchent les trous avec. Tous les trous qui les gênent, elles bouchent avec de la propolis, c'est le mastic. Et puis, c'est aussi, ça a des vertus. En fait, c'est ce que les plantes, elles sécrètent ces gommes pour se protéger, antibiotiques, antifongiques, etc. Ben, les abeilles, elles utilisent ça exactement pareil. Elles n'ont pas besoin d'y toucher. Le médicament, il est tout prêt. Mélange avec un peu de cire, et voilà. Et si vous regardez bien ici, sur le haut des cellules, vous voyez ces petites traces rouges. En fait, elles couvrent la ruche à l'intérieur de propolis. C'est couvert de propolis. C'est extraordinaire. Voilà. Et bon, ça, voilà. Et puis ça a des effets aussi positifs sur le système immunitaire. Et nous, eh ben, on en fait des bonbons, on en fait des gouttes, voilà. Et c'est bon pour la gorge, c'est bon pour pas mal de choses. Autre produit de la ruche, 1h30? Non. Combien de temps j'ai, moi? Il est 1h15. J'ai jusqu'à quelle heure? 2 heures. Oui. Plutôt. Alors, je vais essayer d'aller. Je termine sur. Je parle d'une autre chose, après, on pourra. Voilà. Gelée royale. En fait, on élève des reines. Et au moment où les reines sont à l'état larvaire et que les cellules sont pleines de gelée royale, comme on voit ici, on supprime les larves et on récupère la gelée royale. Un autre produit de la ruche, c'est le venin. On sait faire produire du venin aux abeilles. On leur met des petits systèmes voilà, qui les agacent et elles piquent. Là, c'est le bras de quelqu'un pour la photo, mais voilà. Un autre produit de la ruche, c'est l'essaim. On en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment
C'est le mode de reproduction naturelle d'une ruche. Vous avez peut-être vu les dessins chez vous, hein, sur un mur. Voilà. La colonie, quand elle est trop populeuse, eh ben, elle va se diviser en deux et elle va faire des essaims. Nous, on les récupère comme ça, on les met dans les caisses, dans les ruches, puis on les remet dans le rucher. Voilà. Le service le plus important des abeilles, c'est celui-là. En fait, c'est la relation qu'il y a entre le passage de l'abeille et la production de la pomme. En fait, on a vu, les abeilles se nourrissent de miel et de pollen, mais en fait, elles contribuent au transport des grains de pollen de fleur en fleur. Voilà un petit rappel, mais en fait, la fleur, elle n'est pas capable de faire ça. Vous voyez les petits grains qui sont là? La fleur, elle n'est pas capable de prendre ses étamines et puis de se taper les étamines sur le pistil. Elle ne peut pas faire, elle ne bouge pas la fleur. Voilà. Donc il faut que quelqu'un ou quelque chose fasse ce travail. Alors le quelqu'un ou quelque chose, ça peut être le vent. Et vous avez des fleurs, vous avez des plantes. Je vais prendre le noisetier, par exemple, au printemps. En janvier, il n'y a pas trop d'abeilles dehors, il fait froid. Et bien le noisetier fleurit quand même. Vous avez les petites fleurs roses ici qui sont les fleurs femelles. Et puis vous avez cette grande fleur mâle pleine de pollen. Et le vent va agiter ce chaton, si on peut dire, et va faire en sorte que le pollen se balade et finisse par arriver sur les fleurs femelles et donner les noisettes. Ici, vous avez une graminée, le blé par exemple, ça c'est pas du blé, mais une graminée, et ben vous avez les fleurs mâles qu'on voit bien sorties, et à l'intérieur, vous avez, plus discret, le pistil pour faire les grains de blé. Chez les conifères, vous avez des sacs de pollen ici, et puis en haut de grandes tiges toutes fraîches, vous avez des toutes petites pommes de pin rouges. Voilà, ben c'est le pollen qui est là, emmené par le vent, qui va polliniser tout ce monde-là. Ensuite, dans la nature, ben, vous avez beaucoup d'insectes qui se posent sur les fleurs. Vous avez des papillons, vous avez des mouches. Ici, c'est un cirfe. On dirait une abeille, on dirait même presque une guêpe. Voilà. En fait, ces bestioles-là, et puis vous avez des oiseaux qui viennent aussi, puis vous avez des mammifères, des chauves-souris par exemple, qui viennent sur certaines plantes, en particulier dans les pays tropicaux. Quoi qu'il en soit, tous ces animaux-là, ils vont essentiellement sur les fleurs pour se nourrir, point final. Donc ils vont chercher sur la fleur du nectar, par exemple, les papillons, mais ils vont pas faire autre chose que se nourrir. Et en passant sur les fleurs, ils peuvent accrocher les grains de pollen et les balader d'une fleur à une autre. Mais le rôle des abeilles, et c'est ça qu'il faut que vous reteniez, c'est que les abeilles, elles vont faire un boulot intense parce qu'elles ont besoin d'apporter de la nourriture à la colonie ou à la ruche. On voit notre abeille domestique avec sa pelote de pollen. Ici, je peux vous dire qu'il y a déjà une bonne tapée de grains de pollen. Elle a peut-être visité 200 ou 300 fleurs pour arriver à ça. Ici, vous avez un bourdon terrestre. Il a aussi sa petite pelote de pollen parce que lui, il a un nid sous la terre et il va aller nourrir ses larves avec ça. Et donc, les abeilles, elles vont visiter des quantités de fleurs, contrairement aux papillons ou aux coléoptères ou la petite mouche qu'on a vue avant. Et c'est elles vraiment qui vont assurer l'essentiel de la pollinisation des fleurs qui ont besoin d'être fécondées pour donner des graines et des fruits. Alors, des abeilles, il n'y a pas que notre petite abeille domestique dans sa petite caisse en bois que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, je vous ai déjà montré cette photo-là. Ici, vous avez la plus grosse abeille européenne qu'on appelle la xylocope ou l'abeille charpentière. Voilà. Elle fait aussi un nid et discret. Je vous montre tout à l'heure comment elle fait. Ici, vous avez ce bourdon avec son petit bout d'abdomen. Ici, vous avez, on l'appelle l'abeille cotonnière. Ça m'échappe son nom, mais peu importe. Elle va sur les plantes qui ont des feuilles poilues. Elle récupère des petits bouts de poils pour faire des nids comme du coton. Et ça, c'est des abeilles que j'ai vues, c'est les abeilles standards. C'est les mélipones, c'est les petites abeilles qu'on trouve dans les pays tropicaux. Très sympathiques, elles ne piquent pas, elles mordent, quelquefois ça fait très mal. Et elles font aussi visite de fleurs. Enfin, si vous voulez des abeilles, il faut avoir comme chiffre dans la tête à peu près 20 000 abeilles dans le monde. Et nous, dans notre seule France, ben on en a à peu près un petit millier d'abeilles sauvages, dont une seule est mise en boîte, en caisse pour faire du miel. Les autres, elles font un petit peu de miel pour elles, comme ça par exemple.
Vous voyez, cette abeille, ça peut être l'abeille charpentière. Elle utilise des trous dans du bois mort et elle va mettre du pollen, un peu de nectar et elle va pondre un œuf qui va devenir une larve. Et puis à chaque fois, c'est une cellule, une cellule, une cellule. Vous avez d'autres abeilles qui font la même chose, mais en prenant des bouts de feuilles. Vous avez l'abeille, la mégachile ici, voilà, elle vole ici, elle a cueilli, elle a coupé un bout de pétale de rose. Voilà, et elle va faire son nid comme ça, voilà, des petites cellules les unes à côté des autres. Beaucoup d'abeilles sauvages nichent dans la terre, font des galeries comme ça, voilà. Et si vous voyez ça sur votre chemin tassé, souvent sur la terre bien tassée, du sable tassé, ne détruisez pas, regardez, ça va durer 1 mois, ce sont des abeilles sauvages qui font aussi du travail de pollinisation. Donc respectez-les. Alors, il y a des cas, surveillez-leur, hein. Il y a des cas où vraiment les fleurs ont besoin des abeilles. Je vais vous en montrer quelques-uns. Ça, c'est une fleur de pommier, par exemple. Ou ça, c'est deux fleurs de pommier. Elles ont tout ce qu'il faut pour se féconder, hein. Il y a les étamines et le pistil. Donc, normalement, le grain de pollen, il pourrait aller là, puis ça vous donnera une cerise. Eh bien, dans beaucoup de fleurs ne peuvent pas faire ça parce que ça ne permet pas le brassage génétique. Et il y a tout un tas de mécanismes qui empêchent ça. Et donc, il faut que le grain de pollen qui est là, sur la fleur rouge, aille se poser sur le pistil de la fleur rose et inversement, ou sur une autre. Et donc là, vous avez obligatoirement besoin des abeilles pour faire ce boulot. Voilà, et ça c'est bien connu. Et par exemple, les arboriculteurs, hein, qui font des fruits, des pommes, etc., ils connaissent, donc ils mettent des abeilles pour faire le boulot. Et aussi, ils mettent dans les vergers, par exemple, des vergers de pommiers, ils vont vous mettre des pommiers, ce qu'on appelle des malus à fleurs, c'est-à-dire des pommiers qui ne vont pas donner de pommes, mais qui vont donner du pollen, ou des poiriers, ici ça doit être un poirier, hein. Et ce poirier-là, qui fleurit en même temps que les autres, il va aider à féconder toutes les fleurs de poirier qui sont là et donner des belles poires. Sinon, vous allez avoir des poires rikiki, mal formées, qui ne vont pas se garder et qui ne vont pas être vendables. Un autre exemple de besoin absolu d'abeilles pour féconder les fleurs, c'est quand les fleurs sont soit mâles, soit femelles. Et ça arrive dans la nature. Par exemple, j'ai pris l'exemple du saule-marceau. Si vous allez à la campagne, sur les bords de chemins un peu humides, au mois de mars, vous avez des beaux chatons dorés de saule-marceau. Mais l'ennui, c'est que le saule-marceau, ça c'est une plante. Ça, c'est la plante mâle. Et puis, vous avez à côté, ou plus loin, ou encore plus loin, des plantes femelles. Et si vous n'avez pas d'abeilles qui viennent prendre le pollen ici pour l'amener là, vous n'aurez pas de fruits et donc pas de saule-marceau, de nouvelles pousses de saule-marceau. Donc là, le travail des abeilles, il est aussi absolument indispensable pour faire ce transport de pollen. Alors, il y a des mécanismes aussi. Les fleurs, elles ont des petits mécanismes rigolos. C'est pour l'histoire, ça. Ça, c'est la fleur de sauge. Il y a un système à levier parce que la fleur de sauge, elle va se faire féconder en 2 temps. Le premier temps, c'est l'abeille qui vient se poser ici et qui va actionner un levier qui est là. Et le levier va faire en sorte que les étamines vont se poser sur le dos de l'abeille. Et puis l'abeille s'en va, cette première abeille. Les étamines, ou l'étamine va s'atrophier ici et libère le pistil. Et arrive une deuxième abeille qui est couverte de pollen et qui va féconder. Et je vais vous le montrer en vrai, parce que c'est vraiment vrai. Regardez cette abeille, c'est une xylocope. Regardez les étamines qui sont posées. Regardez la quantité de pollen qu'elle a sur le dos. Fabuleux, hein? Ça, ce n'est pas nos abeilles domestiques, hein, c'est des abeilles sauvages. Hein. Donc, il faut penser aussi que tout ce travail de pollinisation, c'est fait par... c'est un jeu de la nature absolument extraordinaire et que tout le monde est dépendant de tout le monde. Voilà. Magnifique, ça. Hein. Alors, le devenir de nos abeilles, et pas uniquement de l'abeille domestique, de toutes les abeilles et tous les insectes pollinisateurs et tous les insectes, en fait. Voilà. Ils souffrent de plusieurs maux. Le premier, c'est la modification ou la disparition des milieux favorables. Hein.
Ça, c'est dans mon Loir-et-Cher. On fait encore du foin. On laisse des endroits protégés. On n'y touche pas. On laisse. On laisse tout court. Alors, vous avez de la bruyère. Puis ici, vous avez du foin, hein, des marguerites et tout un tas de petites fleurs. Génial pour les abeilles. Mais de plus en plus, on voit qu'on fragmente le milieu. On supprime les haies, on goudronne les chemins, on fait plus de prairies, il n'y a plus de jachères, etc. Et ça, c'est très délétère pour les abeilles. Urbanisation, c'est vrai, quand vous prenez 20 ou 30 hectares pour mettre un beau supermarché et puis un beau parking autour, fini pour les abeilles, hein, etc., etc. Et vous avez aussi, de plus en plus, on voit, hein, pour faire des beaux jardins dans nos parcs et jardins, on va prendre des plantes horticoles, bien cultivées, avec bien jolies, avec des beaux pétales, et ça va faire des belles couleurs. Et on aura laissé de côté les fleurs sauvages équivalentes. L'ennui, c'est que celles-là, souvent, elles ne donnent pas de nectar et quelquefois pas de pollen, ou alors les fleurs sont tellement compliquées que les abeilles, avec multiples pétales, que les abeilles ne peuvent plus accéder au cœur de la fleur, c'est-à-dire là où il y a les étamines et les nectaires. Et donc, eh ben, c'est très beau, mais ça ne sert pas aux abeilles. Voilà. Et je ne parle pas des plantes OGM, parce que c'est un autre sujet. Un autre problème pour nos abeilles, eh ben, c'est l'industrialisation des pratiques agricoles, pas apicoles, agricoles, voilà, avec des grandes surfaces énormes, des traitements massifs, hein, même pendant les floraisons, hein, floraison du colza, on y va quand même. Voilà. Imaginez cette zone agricole. Une fois que le colza a fleuri, ici c'est du blé, ici ils mettront peut-être de la betterave ou de la pomme de terre, je ne sais pas quoi, et il n'y aura plus de fleurs pour les abeilles. Sur des hectares et des hectares, vous n'aurez plus une fleur pour les abeilles. Et je ne parle pas de l'emploi massif d'engrais, de produits phytosanitaires, etc. Voilà. Un autre problème pour nos abeilles, de plus en plus, hein, c'est les changements climatiques. Et j'ai mis ici trop chaud, trop sec, trop froid, trop humide, trop pluvieux. Ben, c'est pas bon ni pour les fleurs, ni pour nos abeilles. Cette année, en 2017, on a eu 2 épisodes catastrophiques, au moins pour les abeilles de la région parisienne et de Paris. Fin avril, on a eu des gelées fortes. Vous vous en souvenez pas, mais moi je m'en souviens. 3 semaines de drame pour les abeilles. Parce qu'il n'y a plus de rentrée de nectar, plus de rentrée de pollen, parce qu'il fait trop froid dehors, donc elles ne sortent plus. La reine arrête de pondre, et quelquefois elles n'ont pas assez de nourriture à l'intérieur de la ruche, et elles meurent. Premier problème. Deuxième problème cette année, au mois de fin juin, il y a eu un épisode de canicule, 10 jours de grande chaleur, ça a brûlé toutes les fleurs. À Paris, il y a une fleur qui est géniale, c'est le tilleul, en arbre d'alignement partout. Et ben, les tilleuls, ils ont été cuits en 3 jours. Hein. Plus de fleurs, les fleurs étaient complètement brûlées. Et donc, la richesse du nectar du tilleul, terminée. Et donc, on n'a pas fait de miel cette année. Pour les amateurs de miel de Paris et ceux qui viennent souvent nous voir au Jardin du Luxembourg, ben, il n'y avait pas de miel à vendre. On n'avait pas de miel. Voilà. Autre problème pour les abeilles, alors ça, c'est plus un problème d'apiculture et de pratique apicole. Si vous regardez bien cette abeille, il y a des petites bestioles dessus qu'on appelle des varrois. C'est des acariens. Et si vous les cherchez bien, là, on en voit 2 qui sont évidents. Et puis si vous cherchez bien encore, vous en avez un 3e ici. Et puis si vous cherchez encore, vous en avez un 4e ici. Ça, c'est une toute jeune abeille parce qu'elle est très poilue. Toute jeune, elle doit sortir de son cocon, de son alvéole operculé. Et elle est couverte d'acariens qui vont lui sucer le sang qu'on appelle l'hémolymphe. Et donc, si vous voulez, plus il y a de ces acariens dans les ruches, plus ça va appauvrir la force de la ruche, parce que la ruche, ce n'est pas une juxtaposition d'abeilles, c'est toutes les abeilles travaillent pour tout le monde, c'est une espèce de super-organisme qui travaille pour le bien commun. Hein. Et donc, si vous avez beaucoup d'abeilles qui sont affectées par cet acarien, eh ben, tout le super-organisme va s'affaiblir et, à terme, la ruche va mourir. Elle ne saura plus se défendre des maladies, elle n'aura plus la force de butiner, etc. Autre drame, je suis sûr que vous avez entendu parler de celui-là, c'est le frelon asiatique. Alors, le premier, l'acarien, le varroa, c'est de la faute des apiculteurs. Là, ce n'est pas de bol pour les apiculteurs, c'est
des poteries qui sont arrivées du côté de Bordeaux, poteries chinoises avec des nids au moins un nid de frelons asiatiques à l'intérieur. Et voilà. Et maintenant, on ne sait plus s'en débarrasser. Il y en a dans toute la France. Il est arrivé à Paris l'année dernière. Cette année, on l'envoie devant toutes les ruches à Paris et il nous boulotte nos abeilles. Il se met en vol stationnaire devant la ruche. Il attaque les abeilles. Quand il y en a un de temps en temps, c'est pas trop grave. Et quand ils sont à plusieurs, ils traumatisent la ruche. Les abeilles sortent plus, ne vont plus butiner. Voilà. Et puis une fois que la ruche est bien faible, ils rentrent dedans et bouffent tout. Voilà. Alors, quid des pratiques apicoles? C'est vrai que les apiculteurs, on n'est pas complètement innocents. Il y a des gens qui ont tendance à pousser tout sur les pesticides. Oui, les pesticides, c'est un drame, mais pour nous tous, hein, et pour les abeilles, bien sûr. Et il y en a certains qu'il faut absolument supprimer. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un de pesticides et retour de l'abeille à la ruche. On sait qu'il y a des pesticides, hein, ça a été prouvé, qui modifient le cerveau des abeilles, enfin les messages qui se transmettent au niveau du cerveau. Elles sont plus capables de revenir à la ruche. Donc elles sont capables d'aller butiner, plus ou moins. Puis ensuite, elles ne retrouvent plus leur ruche. Voilà. Donc ça, c'est pesticides. Pourquoi moins de pesticides? Mais nous, on a aussi, à cause du commerce international autour des abeilles, on a plus de maladies qu'avant, on a plus de parasites qu'avant et on a plus de prédateurs qu'avant. Alors, maladies, on a plein de maladies, c'est pas la peine de les citer ici. On a des cires aussi qui sont contaminés par tous les produits qui s'utilisent en agriculture, voilà, et aussi en apiculture. Le varroa, l'acarien, c'est 1980. Le frelon asiatique, c'est 2004. Et puis, ne pas aussi qu'il y en a un qui nous arrive, un petit coléoptère qui nous arrive d'Afrique, en fait, au départ, qui était dans certains pays ou certains continents et qui vient d'arriver en Italie à cause toujours de ce commerce. On balade les ruches partout et donc on attrape les parasites, les maladies et on les ramène chez nous. Voilà. Et ça, c'est un autre drame pour les ruches parce que le petit coléoptère, quand il s'installe dans les ruches, il pond, il se reproduit dans les ruches. Une partie de son cycle est dans la ruche et il détruit tout. Il détruit le miel, il détruit le pollen, il détruit la cire. Et voilà, on ne peut plus rien en faire, quoi. Voilà. Et puis, on avait aussi une autre question que les apiculteurs doivent se poser, c'est qu'on avait une abeille noire autochtone inféodée à notre zone ouest européenne. Et puis qu'on pense toujours que l'abeille du voisin elle est meilleure que la nôtre. Et donc on a amené des voisines, des italiennes, etc. Et puis on a fait plein d'hybrides. Et on est en train de se demander si ces hybrides ne contribuent pas à l'appauvrissement de la biodiversité et du patrimoine génétique de nos abeilles. Peut-être que c'est aussi une cause de mauvaise résistance aux maladies et c'est peut-être aussi, je vous ai évoqué tout à l'heure, le fait que les reines vieillissaient beaucoup plus vite qu'avant, hein, elles ne tiennent pas les 5 ans, au bout de 2 ans, elles sont... Et ben, c'est peut-être aussi des questions qu'on a à se poser autour de tout ça. Voilà, un petit mot sur la biodiversité. Ben, on a tout vu, hein, on a vu qu'en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que la pollinisation, c'est un service extraordinaire. On ne voit pas, hein, quand il pleut, c'est un service que la nature nous rend. Voilà, alors il fait sec cette année, donc on n'est pas content. L'oxygène qu'on respire, c'est un autre service que nous rend la nature, hein, sans qu'on débourse trop de sous, ou pas du tout, sauf s'il y a de plus en plus de microparticules, gaz carbonique, mais c'est un autre débat. Et ben, la pollinisation, c'est ce qu'on appelle un service écologique ou écosystémique que les abeilles nous rendent sans qu'on leur demande rien, mais qui est fondamental parce que ça nous permet d'avoir des fruits, des légumes, etc., etc. Voilà. Ça a été chiffré, peu importe les chiffres, mais c'est vraiment un service que nous rendent les abeilles et les insectes en général, qu'on ne voit pas et qui est très important pour notre vie d'aujourd'hui, de demain, et nos petits-enfants, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je termine là-dessus, hein, j'ai pratiquement fini. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'apiculture, on peut former des apiculteurs. Voilà, c'est ce qu'on fait, nous, au Jardin Luxembourg. Il faut essayer de respecter les milieux naturels le plus possible. Moins de tonte, moins de produits chimiques, planter des plantes mellifères, si possible autochtones. Vous pouvez faire des choses dans votre jardin, si vous en avez un. On peut aider la recherche aussi, c'est important, parce qu'on trouve des choses, soit des produits pour mieux se défendre, soit
mieux comprendre le comportement des abeilles. Et puis aussi, dans certains endroits, comme à Paris, où on est en train de mettre des ruches partout, peut-être qu'il faut se poser la question de l'équilibre qui existe entre nos abeilles à miel et puis les abeilles sauvages qui ont aussi un travail à faire. Voilà. Ça, c'est comment on installe des ruches à Paris. C'est pas très important. Ça, c'est juste pour vous montrer que dans Paris, avec toutes les plantes, et c'est juste un exemple, hein, mais on a plein de plantes qui poussent partout dans Paris. On a du buis, on a des mahonias, des cornouillers, on a des pruniers, voilà, on a des marronniers, on a des robiniers qu'on appelle aussi faux acacias, on a des tilleuls, on a des savonniers, on a plein de choses qui font que théoriquement les abeilles, elles ont suffisamment à manger pratiquement tout au long de l'année, y compris le lierre en fin d'année. Voilà, c'est juste un petit exemple pour illustrer que même dans une ville, il peut y avoir beaucoup de ressources pour les abeilles. Voilà. Eh bien, j'en termine là-dessus. Est-ce que vous pensez que ce sont des fruits? Une question piège, bien sûr. Ce ne sont pas des fruits, ce sont des grains de pollen vus au microscope électronique. C'est fabuleux. Et juste, je vous montre que chaque grain de pollen, d'abord, chaque plante a du pollen spécifique. Et il y a des gens qui sont capables d'identifier ça parfaitement, qui travaillent là-dessus. Et que les grains de pollen, ils ont des aspects, des trous, des anfractuosités, quelquefois des espèces de petits piquants. Et ça favorise la fixation sur les poils des abeilles. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions... Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. De connaître certaines choses, surtout quand on a un peu de terrain à la campagne, oui. Qu'on observe la nature et qu'on met des fleurs dans son jardin. Voilà. Mais on a appris beaucoup de choses avec vous. C'était tout à fait passionnant. Je suis sûr qu'il y a quelques bonnes questions pour notre ami Thierry Durosel. La première. Merci. Est-ce qu'il y a des goûteurs de miel comme il y a des goûteurs de vin? Oui, bien sûr. Écoutez, je vais vous raconter une histoire toute fraîche. Au niveau de la FCA, hier, on a organisé pour 20 personnes de chez nous un stage de 2 jours de dégustation des miels. Donc, il y a des goûteurs de miel. Et alors, il y a des goûteurs de miel pour plusieurs raisons. Il y a des goûteurs de miel pour, par exemple, au salon agricole, au mois de février, il y a le concours général. Et de même qu'on goûte des vins, on goûte des fromages, on goûte du piment d'Espelette, et on goûte des miels. Oui. Et donc, on goûte des miels en fonction de leur catégorie. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir comparer un miel de lavande à un miel de, je sais pas quoi, de châtaignier, par exemple. Donc, c'est classé par catégorie. Comment est-ce qu'on fait des miels monofloraux? C'est aussi un peu une partie de votre réponse, de votre question. Et bien, en fait, quand il y a des grosses floraisons, tout à l'heure, je vous ai montré les photos de champs de colza, ça peut être des champs de lavande, ou ça peut être des forêts de châtaigniers. On met les ruches, on apporte, les apiculteurs professionnels, ils apportent dans leur camionnette des ruches, ils les mettent au pied de ces floraisons, et les abeilles ne vont récolter que ça. Donc ça change le goût. Alors, vous allez avoir un goût spécifique par fleur. C'est pour ça qu'on voit miel d'acacia, on voilà. voit miel de ceci, miel de exactement. Ça. Moi, je ne bouge pas mes ruches, et donc je fais du miel toute fleur de printemps et toute fleur d'été, voilà, avec des goûts qui varient d'une année sur l'autre. Là, ça dépend du goût de chacun. Une question moins savoureuse. J'ai détruit récemment un nid de frelons asiatiques. J'ai dû m'y prendre à 2 fois d'ailleurs parce que c'est sacrément costaud et robuste, ces vieilles bêtes. Hein. C'était un gros nid bien, un gros nid en papier mâché. Hein. Oui, absolument. Oui. Je l'ai fait avec une bombe chimique, naturellement, parce que je n'étais pas du tout informé. Y a-t-il des moyens, justement, écologiques pour faire disparaître ces bêtes-là? On m'a dit qu'on peut les piéger avec des produits spéciaux dans des pièges en verre, un peu comme on faisait autrefois pour les guêpes. Là. Est-ce que vous connaissez cette question? Oui, je connais bien. Malheureusement, je connais bien la question, oui, parce que c'est un redoutable... voilà. Alors,
qu'est-ce qu'on fait, nous, les apiculteurs, pour se défendre du frelon asiatique? On met ce que vous venez de dire, on met des pièges dans nos ruchers pour essayer de limiter la pression des prédateurs. Si vous avez un nid chez vous, je vous admire d'avoir joué de la bombe, parce que quelquefois les nids, en ce moment, là, au mois de septembre-octobre, les nids peuvent être énormes, hein, presque 1 mètre de haut, avec plusieurs milliers de frelons à l'intérieur. Donc, il faut faire attention. Hein, voilà. Nous, on ne sait pas détruire ça. Et on fait appel à des désinsectiseurs professionnels qui malheureusement utilisent des produits, parce qu'on ne sait pas s'en débarrasser en fait, autrement qu'en utilisant des produits chimiques assez chocs, quoi. Voilà. Donc, mais nous, si vous voulez, ils sont tellement agressifs, quand on est auprès du nid, hein, ils sont tellement agressifs qu'il vaut mieux faire ça proprement. En plus, il faut, une fois que le nid a été détruit, pour pas que ça contamine le reste de la biodiversité. Par exemple, vous avez des oiseaux qui sont très appétents de manger des larves d'insectes. Donc les désinsectiseurs, ils vont détruire le nid proprement, ils vont l'éliminer proprement et il n'y aura pas de reste de produits chimiques, d'insecticides, etc. Donc si c'est un petit nid, si vous osez le faire, faites-le. Mais à partir d'une certaine taille, ne prenez pas de risque, quoi. Quel effet de la pollution sur le miel, sur les plantes sans doute je sais pas, on parle beaucoup de particules fines en ville, etc. Alors nous, on est assez serein là-dessus et on a des moyens d'être serein. On a fait beaucoup analyser notre miel et on continue d'avoir des analyses. Il y a quelques jours, au niveau de l'association, la préfecture de police de Paris est venue nous prendre des échantillons de miel et ils analysent. Alors, ils regardent un peu les pesticides, mais c'est des analyses très coûteuses, très compliquées. Ils regardent les antibiotiques, ils regardent les métaux lourds, etc. Et de toutes les analyses qu'on a fait ou qu'ils ont fait et qui finissent par nous donner les résultats, on a toujours des résultats négatifs. Voilà. Alors, il faut savoir, hein, il y a une partie d'explication, c'est que je vous ai montré les nectaires au fond des fleurs. La production de nectar, c'est souvent une production courte dans la journée par les fleurs. Par exemple, dans mon Loir-et-Cher, moi j'ai observé qu'au mois de juillet, il y a 2 fleurs qui fleurissent et qui sont visitées par les abeilles. Le matin, il y a du sarrasin. Hein, on fait des galettes, les Bretons savent avec... voilà. On fait du miel de sarrasin, qui est un miel très, très parfumé. Et en fait, le matin tôt, les abeilles sont sur le sarrasin. C'est une grande tige, hein, ça peut pousser à 1 mètre de haut. Et à midi, il fait trop chaud, il n'y a plus de nectar. Donc les abeilles ont déserté le sarrasin et elles sont arrivées sur le trèfle blanc, parce que le trèfle blanc, le matin, était couvert de rosée, il faisait froid, pas de production de nectar. Mais à midi, la rosée s'est évaporée, la fleur a chauffé et le nectar monte. Et hop, elles sont passées du sarrasin au trèfle. Ce que je veux dire, c'est que, d'une manière plus générale, la production de nectar, c'est pas toute la journée dans les fleurs, c'est assez court. Et le contact avec l'air ambiant est court. Contrairement au pollen, qui, lui, est en contact avec l'air pendant des heures et des heures, et je dirais des journées entières. Donc là, le risque de contamination du pollen est beaucoup plus élevé que le risque de contamination du nectar. Voilà. C'est pour ça qu'on a des miels qui sont des miels, même en ville, des miels propres, et on est assez serein sur ce plan-là. C'était du... Encore une question ? La dernière. La production en volume. Alors, je vais vous parler de la production et de la consommation. En France, on consomme à peu près 800 grammes, 1 kilo de miel par habitant. Ça fait, on a des besoins aux alentours de 40 à 45 000 tonnes. Et en fait, aujourd'hui, très malheureusement, on n'en produit pas plus de 15 000 à 20 000 tonnes. Donc, tout le reste est importé. Et c'est souvent importé de miel de médiocre qualité. Voilà. Et donc, le conseil que je vais vous donner, je vais défendre les apiculteurs, c'est normal, hein, et les Français, achetez votre miel chez un apiculteur. Pourquoi ?
Eh ben parce que vous éviterez les mélanges. Si vous allez dans une grande surface aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure de la grande surface pour les abeilles, ça s'appelle La Fleur. Mais quand vous allez acheter votre miel dans une grande surface, il est marqué miel de la communauté et hors de la communauté européenne. Vous avez 9 chances sur 10 d'avoir du miel chinois ou argentin, des trucs comme ça. Hein. Un apiculteur sur le marché ou près de chez vous, à la campagne, etc., il va vous expliquer où il met ses ruches, il va vous expliquer quel type, il va vous faire goûter des miels. Donc voilà. Et il vous le vendra pas plus cher que la grande surface, quelquefois même malheureusement moins cher parce que les apiculteurs sur ce plan ne savent pas se défendre. Dernière question. Autre question plus délicate, bio ou non bio. Pour être bio, la législation européenne, c'est vous ne devez pas avoir de source de contamination, agriculture, poubelle, usine, que sais-je, à moins de 3 km de vos ruches. Et en France, c'est un peu difficile de vraiment avoir ces conditions réunies. Donc, il y a des certifications bio. A posteriori, ils analysent les miels et certifient bio. Moi, je suis allé au Brésil au mois de juillet dans un État du Brésil qui fait du miel bio. Là, vous avez à l'horizon pas une usine, pas une agriculture, rien du tout. Et ils font des miels magnifiques. Qui sont vraiment bio. Vraiment bio. Voilà. Merci mais beaucoup voilà, mais le miel est quand même un produit propre sur lequel un apiculteur peut vous expliquer, vous donner confiance. Une dernière question. Quel poids de miel produit une ruche à Paris en moyenne, hein. Alors, d'abord, je vous ai dit qu'une ruche, ça produisait déjà au moins 50 kilos de miel pour vivre. Voilà, cela. Au-dessus de ça, dans les greniers, eh ben, c'est entre 0 et... Moi, j'ai vu des ruches qui... mais ce n'est pas que à Paris. Une ruche, une bonne ruche qui est bien placée et qui a suffisamment de fleurs, qui travaille bien, hein, ça peut vous produire... mais c'est exceptionnel, hein, le chiffre. Donc, ça peut aller de 0, comme cette année, à 100 ou 120 kilos de miel, en plus des 50 de tout à l'heure. Voilà. À Paris, moi, j'ai vu des ruches, mais pas que à Paris. Hein. Parlez à des apiculteurs, ils vous diront qu'ils ont des ruches qui font 40, 50, 70 kilos de miel. Hein. Mais c'est au-delà de 40 kilos, ça devient un peu exceptionnel, sauf si ce que font les apiculteurs professionnels, hein, ils font de la transhumance. C'est-à-dire qu'ils commencent sur le colza, par exemple, ou sur l'acacia, puis ensuite ils vont sur la lavande, puis ensuite ils vont sur le châtaignier, puis ensuite ils vont sur la bruyère calune, et puis ensuite, etc. Donc, en fait, ils mettent leurs ruches sur des camions, et eux, ils vont produire beaucoup plus. Moi, mes ruches, elles ne bougent pas, elles sont dans un petit coin de Sologne, tranquilles, pépères. Voilà. Et des bonnes années, je fais 25, 30, 40 kilos de miel en moyenne par ruche, c'est vrai. Puis les mauvaises années, je fais quelques kilos. Voilà. Non, il faut les suivre et puis on augmente les hausses au fur et à mesure. Hein. Moi, quand je passe et puis que je vois qu'elles récoltent, j'ai pas toujours le temps de récolter le miel à ce moment-là, donc je leur mets une hausse de plus, un grenier de plus. Puis à un certain moment, je récolte. Voilà. Les professionnels, eux, ils font des miels monofloraux, hein, colza, puis châtaignier, puis lavande. Donc eux, ils vont être très vigilants, ils vont mettre leur ruche 15 jours, 3 semaines sur telle fleur, colza par exemple, et au bout de la floraison, ils récoltent et ils passent à une autre fleur. Nous, moi j'ai 7 ruches, c'est déjà beaucoup et je ne vais pas les balader. Merci beaucoup pour votre conférence et tous ces propos. La dernière des questions, s'il vous plaît, oui. Non, on extrait toujours à froid. Hein. On extrait toujours à froid. Le miel chauffé, le miel chauffé, c'est une autre chose. Le miel cristallise. Beaucoup de miel cristallise. Et en particulier, si vous mettez votre... En fait, si vous voulez, il faut comprendre que le miel, si vous prenez 80 grammes de sucre que vous essayez de dissoudre dans 20 grammes d'eau, vous n'allez jamais y arriver. Voilà.
Donc en fait, le miel, c'est une espèce d'équilibre physique instable. Et si vous changez les conditions de conservation de votre équilibre instable, de votre liquide instable, vous allez provoquer des cristallisations. Voilà. Donc beaucoup de miel cristallise. Les apiculteurs vont chauffer ces miels-là pour les mettre en pot. Ils ont des fûts de 300 kg et puis au moment de... voilà. Le chauffage du miel, c'est très délicat parce que vous risquez de détruire non seulement vitamines, etc., mais de détruire les structures cristallines du miel. Et vous allez avoir le risque d'avoir des miels qui déphasent. Donc une phase liquide au-dessus, puis une phase bizarroïde en fond de pot. C'est les miels chauffés. Ils ont perdu une partie de leur qualité, en tout cas physico-chimique. C'est pas un drame parce que c'est toujours du bon sucre. Hein. Il n'y a pas eu de rajout chimique ou autre. Mais c'est des miels qui ont été un peu traficotés, quoi. Voilà. Voilà, à ne pas acheter. On s'arrête là. Merci beaucoup Thierry Durezel. On a passé un moment...